Bienvenue dans la 3e saison de Spill. En anglais, Spill signifie se répandre. C'est exactement l'esprit de ce concept. Répandre les talents, les idées, les expériences et les histoires qui méritent d'être entendues. Spill, c'est un espace où on accueille des profils différents, passionnés, sportifs, créateurs, créatrices, des porteurs de projets ou simplement des personnes qui viennent partager leur parcours avec sincérité. L'objectif est simple, transmettre, sensibiliser, inspirer et peut-être donner à certaines personnes l'envie de croire davantage en leurs propres possibilités. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un dont l'histoire dépasse largement le cadre du football. Né au Sénégal, arrivé très jeune en France, grandi à Saint-Nazaire, il a longtemps travaillé à l'usine tout en poursuivant son rêve sportif. Il signe son premier contrat professionnel à 25 ans en Écosse, alors que beaucoup auraient déjà abandonné. Mais ce qui nous a particulièrement marqué chez lui, ce n'est pas son parcours de footballeur, c'est sa manière de parler de transmission, de famille, d'entrepreneuriat, de bonheur et de réussite. Aujourd'hui, il accompagne des jeunes, développe son entreprise et continue de défendre une vision très humaine de la performance. Fernandi Mendy, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Quand on regarde ton parcours aujourd'hui, on pourrait facilement résumer l'histoire à un joueur qui a fini professionnel, mais j'ai l'impression que ça serait de passer à côté de l'essentiel. Quand tu grandis dans ton quartier, est-ce que le rêve du football professionnel paraît réaliste ou complètement inaccessible ? Je dirais pas inaccessible, mais c'était pas l'objectif initial. C'était plus faire du sport. Okay. Voilà, donc tu parles beaucoup de ton quartier avec affection. Qu'est-ce que ton quartier t'a apporté ? Je pense que il m'a apporté beaucoup de choses, mon quartier. Il m'a apporté de la discipline, de l'entraide, le sens de la famille, toutes ces choses-là. Je pense que les fondations de mon état d'esprit aujourd'hui, c'est fait dans mon quartier. Et comment tu devais te présenter si on ne connaît pas ? Si je devais me présenter, je dirais Fernandi Mendy, un Nazérien qui s'est permis de rêver, comme on dit. Aujourd'hui, tu reviens régulièrement sur cette idée que certains jeunes manquent surtout d'opportunités. Est-ce que tu penses que le problème n'est pas forcément le manque de talent, mais plutôt le manque d'accès aux bonnes personnes et aux bons réseaux ? Je dirais pas ça, parce que avant on avait moins d'accès aux choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont présentes, qui sont possibles avec les réseaux sociaux, avec tous les gens qu'on peut rencontrer. Mais je pense aujourd'hui, je dirais plus que c'est un manque de prise d'initiative des fois. Et des fois aussi un manque d'options. On sent que très tôt, tu as compris qu'il fallait se débrouiller seul. Et ça se retrouve aussi dans ton parcours scolaire. Tes parents ont toujours insisté sur l'importance des études. Pendant longtemps, le football n'était pas une garantie. Tu fais un BEP, un bac pro plomberie, puis même un passage à l'université. À cette époque-là, est-ce que tu crois encore réellement à devenir professionnel ? Oui, parce que je suis parti de Saint-Nazaire à 17 ans. Je suis rentré au centre de formation d'Angesco. Puis après... En fait, c'est que mes parents, mon père, il voulait que je fasse un métier. Il m'a dit, ouais, il faut que tu fasses de la plomberie. Il trouvait que c'était un métier d'avenir. Et après, ma mère et mes oncles, ils étaient plus pour les études. J'ai un oncle qui m'a dit, ouais, il faut que tu fasses des études. Pourquoi on n'a pas de médecin, par exemple, dans la famille, des métiers, entre guillemets, nobles? Alors qu'en vrai, un travail, c'est un travail. Mais du coup, moi, j'ai essayé, en fait, d'associer les deux. C'est-à-dire, je me dis, j'apprends un métier. En même temps, en parallèle, j'essaie de m'investir dans mon sport. Et après, plus tard, les études, l'université, c'est venu après. Parce que j'ai fait un BEP de chauffagiste à Saint-Nazaire. Après, j'ai dû partir à Angers. À la base, j'étais parti sur un bac de 3 ans. Après, j'ai dû partir à Angers pour le foot quand je suis entré au centre de formation. Et quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas la formation que j'avais commencée. Donc, du coup, j'ai dû me reconvertir, entre guillemets, dans l'installation de chauffage. Donc, du coup, j'ai un BEP chauffagiste et après, j'ai eu un bac pro installateur de système de chauffage. Puis après ça, je suis parti à la fac, plus pour continuer à faire du sport, parce qu'en fait, au centre de formation, on était obligé de faire des études. On ne pouvait pas juste faire du foot. Il fallait continuer à étudier. Donc, du coup, je me suis inscrit à la fac. Donc, tu es parti en STAPS à la fac ? Même pas. Je me suis inscrit dans une fac d'histoire. Okay. Parce que j'étais un peu curieux, j'avais envie d'apprendre des choses. Et ça t'a plu ? Ouais, ça va. J'ai appris pas mal de choses. Donc, entre-temps, du coup, tu disais que tu faisais du foot. Tu travaillais aussi dans une usine de fabrication de camions. Oui, c'est ça. Je travaillais chez Scania pendant 3 ans, je pense. Parce qu'en gros, quand le centre de formation, ça s'est terminé à 20 ans, on m'a dit, écoute, on va pas te conserver. Aujourd'hui, t'as pas les capacités pour signer professionnel. Donc, du coup, j'ai eu un coach qui m'a très bien conseillé d'ailleurs, Patrice Sauvager, que je salue, qui m'a dit, écoute, aujourd'hui, t'as besoin de construire ta vie,
Le football, c'est une étape. Maintenant, aujourd'hui, tu as besoin de, entre guillemets, revenir en arrière, faire des fondations et te développer en tant qu'homme. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Donc, du coup, j'ai dû quitter le centre de formation. Je suis parti dans un club amateur, à La Flèche, dans le 72. Et en parallèle, en fait, je devais travailler. En gros, moi, j'entraînais les jeunes là-bas et je jouais. Et en même temps, je devais trouver un emploi. Donc, du coup, j'ai été à l'usine, à Scania, j'ai postulé, puis ils m'ont pris. Et ainsi, j'ai continué à travailler là-dedans et j'ai signé un CDI. Et ensuite, la suite, voilà ce que ça a donné. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que le foot, tu le voyais encore comme une passion ou plutôt comme une frustration ? Quand on quitte un centre de formation à 20 ans, honnêtement, quand on n'est pas solide mentalement, c'est dévastateur. Ça veut dire, en gros, si tu as tout mis dans ça, tu vas avoir du mal à te relever. Ça fait du coup, moi, en même temps, en parallèle du football, j'étais toujours en études où je faisais toujours des choses, je m'intéressais à plein de choses. Et quand le foot s'est arrêté, je me suis dit, écoute, c'est une étape qui s'arrête aujourd'hui, donc il faut que tu fasses autre chose. Mais j'ai continué à jouer au football par passion, parce que j'aime ça. Et je jouais plus pour le plaisir. Et c'est quand j'ai commencé à me relâcher, à faire autre chose, à travailler, par exemple, c'est là que ça a vraiment marché. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, surtout dans le milieu sportif, qui voient que le résultat final. C'est-à-dire qu'ils voient les contrats, les stades, les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas en fait, derrière le métier de footballeur ? Je pense qu'ils ne voient pas le travail. Je pense que tout le monde en parle, mais le vivre, c'est différent. Parce que tu as plein de gens qui vont te dire « Ouais, lui, il a signé pro, il est pas meilleur que moi. » Tu sais, ils regardent à la télé, ils disent « Il n'est pas meilleur que moi. Je pense que je fais mieux. » On a plein de genres de remarques comme ça. Mais je pense que le plus dur dans ce métier-là, c'est de pouvoir faire quelque chose de hyper simple, mais de le faire sous une autre pression. Parce qu'en gros, tu as la pression qui n'est pas pareille. Aujourd'hui, ce n'est pas ta passion, c'est ton travail. Donc, quand tu arrives dans un stade où il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes, même 600 personnes, on va dire, par exemple, à Saint-Nazaire, tu vas avoir 600 personnes. Mais si c'est ton métier pour lequel tu es payé et que tu dois être performant, la pression, elle n'est pas pareille. Donc, du coup, forcément, ton corps, il ne réagit pas pareil. Donc, c'est très compliqué. Je pense que le football, il est plus mental que physique, on va dire. Et toi, du coup, avant d'être pro, comment tu as réussi à faire la différence entre ce que les gens disent et la réalité, avant de rentrer dedans, en fait ? Après, moi, j'étais au centre, donc du coup, j'étais tout de suite confronté à ça. J'ai été au centre de formation très tard. Je pense que ça m'a un peu protégé aussi, parce que quand on rentre au centre, par exemple, à 14 ans, 13, 14 ans, mentalement, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai eu un cadre familial, ça veut dire que j'ai été élevé sainement avec mes frères, donc j'ai entre guillemets grandi avant de rentrer au centre. Mais quand tu rentres au centre de formation jeune, c'est hyper choquant, parce qu'il y a des choses qui se passent, des fois tu peux être harcelé, tu peux vivre des choses vraiment horribles au centre de formation. Mais après, c'est pas tout le monde qui les vit. Moi, pour mon cas, je les ai pas vécues et j'ai pas assisté à ça. Mais dans d'autres clubs, apparemment, ça se passe, c'est très compliqué au centre de formation, donc c'est plutôt mental. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale dans le milieu sportif. On parlait publiquement en fait de la pression psychologique. Comment est-ce que toi tu l'as vécu et comment tu pourrais faire de la prévention ? Comment je l'ai géré ? Déjà, la première pression que j'ai eue, c'est quand j'ai fait mon premier match en pro. C'était un match où tout allait à l'envers. Ça veut dire que c'est un match où j'ai créé un penalty, j'ai donné un but, il n'y a rien qui s'est bien passé. Ça fait que quand tu rentres chez toi, tu te sens pas bien. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier-là ? Donc mentalement, déjà, si tu n'es pas solide, c'est hyper compliqué. Et moi, ce qui m'a aidé à, entre guillemets, me préparer, c'est que j'ai échangé beaucoup avec ma famille, j'ai échangé avec mon agent, on discutait. Et je me suis coupé, en fait, pendant cette période-là, pendant moins une semaine, je me suis coupé des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ça aussi, ça accentue le traumatisme si tu continues à lire les commentaires, à regarder. T'as envie de regarder, de voir les gens ce qu'ils disent sur toi. Mais c'est pas la meilleure chose à faire. Donc je pense que le mieux, c'est de s'isoler et de discuter avec ses proches. Tu penses que sans ta famille, sans ton entourage, t'aurais arrêté ? Je pense, ouais. Sans mon entourage, j'aurais jamais quitté Saint-Nazaire, déjà. Ouais, j'aurais resté là. Donc, j'aimerais revenir sur un moment qui ressemble presque à un film, en fait. T'as un CDI, un enfant qui vient de naître, une situation stable, et pourtant, tu décides de tout quitter et partir en Écosse. Ouais, quand je parle de cette situation-là, ouais, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est fou. Mais quand ils voient le résultat aujourd'hui, ils se disent, ah ouais, moi je l'aurais fait. Mais non, tu l'aurais pas fait. C'est qu'en fait, j'avais déjà une fille et j'ai eu un garçon qui a eu 1 mois quand je suis parti. Et j'avais l'opportunité de vivre mon rêve, entre guillemets. Donc du coup, je rentre, j'en parle à ma femme, elle me dit, bah écoute, t'as toujours voulu faire ça,
vas-y, go, tu vois. Donc, du coup, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu réaliser ça. C'est que tout seul, j'aurais jamais pu le faire. Et sans ce soutien-là, je serais resté là, tu vois. Et je pense qu'il faut oser. Des fois, faut se permettre les choses. Et quand on est bien accompagné, on peut faire des choses. Tout seul, ça aurait été impossible. Ouais. Mais c'est une décision que j'ai prise et aujourd'hui, je suis hyper content de ça. Du coup, quand t'es monté en fait dans ce ferry-là pour aller en Écosse, tu t'es dit ça va marcher ou peut-être on verra bien? Franchement, j'avais pas le choix. Ça veut dire j'étais dans une impasse. Ça veut dire je me suis dit, écoute, t'y vas et t'as pas le choix, faut que ça fonctionne. Ça veut dire que j'avais pas d'option, de deuxième option. À l'instant où j'ai pris le ferry, à l'instant où j'ai posé mes chaussures de sécurité dans l'entreprise et que j'ai dit que j'arrêtais, j'avais plus de marche arrière. Ça veut dire je me suis dit, faut que ça passe. T'avais pas cette peur de regretter ou de se dire ah non mince Non. Si j'y arrive pas, non? Non, je suis un peu de tête brûlée, moi, je pense, dans ce sens-là. C'est que, vu la confiance que j'avais autour de moi et les gens qui étaient autour de moi qui me boostaient, je me suis dit, tu sens, qu'est-ce que t'as à perdre? Rien. Donc, du coup, j'avais que la réussite, là, j'avais que l'objectif d'y arriver. Tu parles beaucoup de ta femme et du rôle, en fait, qu'elle a joué, tout au long de ta vie, le soutien et tout qu'elle a donné. Tu penses que sans ce soutien-là, t'aurais réussi? Je vais pas dire que j'aurais pas réussi sans ce soutien-là, mais je pense que j'aurais moins réussi. Je pense, oui. Beaucoup moins. Donc, tu arrives dans un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau football surtout, et surtout un environnement où est-ce qu'il n'y a pas grand monde de ta famille. Donc, comment tu le vis? Au début, j'arrive tout seul en Écosse, et quand j'arrive, en fait, il y a tout qui est nouveau. On roule à gauche. J'arrive en voiture, je descends du ferry, on roule à gauche, et t'arrives dans l'équipe. J'étais le seul étranger, j'étais le seul français, j'étais le seul noir. Ah ouais. Et je parlais pas la langue. C'est-à-dire j'avais un niveau scolaire, je pensais que mon anglais il était bon, mais non, mon anglais il était catastrophique. Donc du coup quand tu arrives là, au début tu observes, tu essaies de capter le maximum de choses, tu regardes beaucoup les gens, le soir tu as mal à la tête parce que tu comprends pas. Et faut t'adapter. Donc du coup moi j'ai dû m'adapter avec le temps. J'ai dû avoir une prof qui m'a, Brooke d'ailleurs, qui m'a permis de développer mon anglais. Et après petit à petit ça se fait. Ça veut dire le football aussi, il faut apprendre à jouer comme eux parce que le football il est différent là-bas, c'est beaucoup plus direct. Les comportements sur le terrain sont différents, donc faut apprendre. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit que le football professionnel c'est beaucoup plus difficile de ce que tu imaginais? Après, je savais qu'il était difficile le football professionnel parce que je l'avais déjà côtoyé un peu en centre de formation, mais là, c'était vraiment concret. Ça veut dire que tu arrives dans un environnement où il y a moins de copinage, surtout que j'arrive dans un pays où je connais personne. Et quand tu connais personne, c'est hyper compliqué, c'est encore plus dur. Parce que quand tu signes pro en France, c'est peut-être différent parce que tu parles français, il y a des Français dans le vestiaire. Mais là, j'ai signé pro dans un pays où je connaissais personne et je parlais pas la langue. C'était très, très compliqué. Donc, tu as eu des périodes sans jouer, des prêts, des blessures, aussi l'isolement, les remises en question. C'est à quel moment qui a été le plus difficile pour toi? Je pense que ça a été le premier match. Je pense que ça a été un traumatisme dès le début, qui a été hyper compliqué. Ça veut dire que t'arrives, t'es mauvais. Tout de suite, t'es mauvais, et dans les réseaux sociaux, tout le monde dit que t'es mauvais. Donc, tu souffres mentalement. Je pense que c'est la période qui a été la plus difficile. Et la période où ça a été plus simple, c'est quand j'ai été prêté, par exemple. Au début, je me disais, ouais, ils veulent pas de moi, ils me prêtent. Mais en fait, ça a été hyper bénéfique parce que derrière, ça m'a permis de jouer à un niveau plus bas et d'apprendre, m'adapter au football écossais. Et tu as aussi connu une fracture au tibia, donc 8 mois d'arrêt. Et quand le football, c'est ton métier, comment on vit une blessure aussi longue? Quand j'ai fait ma fracture, c'était encore plus... C'était différent parce que je sortais du centre de formation du SCO. C'est-à-dire quand je suis arrivé dans mon nouveau club amateur où j'étais censé refaire ma vie, faire des fondations, tout ça, c'est là que je me suis blessé pendant 8 mois. Et quand t'es blessé, t'as l'impression que tu sers à rien. T'es là, mais tu peux rien apporter. Des fois, tu regardes les gens, tu te dis, ouais, je gêne, je dérange, alors qu'en vrai, non. Parce que les autres, ils sont contents de te voir. Des fois, tu motives les gens parce que t'es là, ils voient que tu les soutiens. Donc ouais, je pense que c'est le football, ça. Et du coup, avec du recul, tu te rends compte que ces échecs-là, ils ont été plus des avantages pour toi? Oui, je dirais ça, oui. Je dirais que c'est... Il n'y a pas eu que des avantages. Il y a eu des déceptions, il y a eu des choses comme ça, mais en gros, ça m'a construit en tant que personne. Vraiment. Parce que des fois, les gens, ils parlent toujours de ce qu'ils ont bien réussi, de tout ça. Mais des fois, on ne prête pas attention aux choses qui n'ont pas marché. Et je pense qu'on devrait plus parler des choses qui n'ont pas marché.
Il y a une phrase qui revient souvent dans ton histoire, donc une phrase prononcée par un entraîneur. Est-ce que tu peux nous la dire? Il me disait, ouais, tu dois te construire en tant qu'homme avant de te construire en tant que footballeur. Oui, c'est vrai. Parce que quand le football, en gros, pour moi, et puis je pense que je ne suis pas le seul à le penser, c'est la vie, mais en accéléré. Si tu remets les choses dans le contexte et tout, tout va vite, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et au début, tu la comprenais ou tu l'as compris que maintenant? Au début, je comprenais rien. Parce qu'au début, j'avais une autre envie, j'avais vite de la frustration, donc tu vois, j'avais pas de recul sur les choses. Mais aujourd'hui, avec du recul, ouais, tu comprends mieux, oui. Est-ce que justement, lorsque tu as arrêté de faire du football, tu as commencé à mieux jouer, à te concentrer un peu mieux dans ta vie? Est-ce que tu as commencé à mieux faire du foot? Ouais, en fait, c'est que quand j'ai quitté le monde pro, j'ai eu une espèce de baisse de pression. Ça veut dire quand tu joues maintenant, c'est différent. Tu es plus dans la prévention, tu es plus dans le conseil. Tu vois, tu joues avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Aujourd'hui, à Saint-Nazaire, par exemple, je tenais un rôle où j'étais un joueur cadre. Ça veut dire que je faisais partie des anciens un peu. Donc, ça veut dire je suis plus dans la concurrence, je suis plus dans la recherche de performance. Enfin, j'essaie toujours de performer, mais je suis plus dans le même rôle où je suis dans la concurrence ou des choses comme ça. Je suis plus dans un rôle où quand je vois une action de jeu qui est mal fait par un jeune, bah, je vais lui dire, je vais lui expliquer que de laisser. Je suis plus dans la transmission que dans la compétition, on va dire, entre guillemets. Du coup, ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sportifs construisent parfois leur identité uniquement autour de la discipline, le fait d'être strict. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais? Ouais, des fois, il faut relâcher la pression. Fais du football, tu peux te concentrer, mais des fois, fais autre chose. Regarde des films, lis des livres, sors. Aujourd'hui, quand on t'écoute, on a presque l'impression que le football, c'est devenu secondaire. Tu développes aujourd'hui ton entreprise de nettoyage. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, bien sûr. C'est qu'en gros, j'ai créé une société de nettoyage qui est... je fais en fait tout type de nettoyage, sauf les toitures et les façades. C'est-à-dire je nettoie le mobilier, le vitrage, les logements entre les locations, les nettoyages de bureaux, et je fais l'intérieur des véhicules. Et ça, je le fais à domicile ou sur le lieu de travail. Et je me déplace 150 km autour de Saint-Nazaire. Donc j'ai une grosse clientèle, on va dire. Enfin, une grosse possibilité de clients. Et pourquoi tu as choisi le nettoyage? Pourquoi j'ai choisi le nettoyage? Parce que c'est un métier où il y a beaucoup de possibilités. Et c'est un métier qu'on peut faire sans diplôme, par exemple. On peut être formé rapidement. Et aujourd'hui, si je veux, entre guillemets, développer le social, aider des gens, les gens, par exemple, de ma communauté qui viennent d'arriver sur Saint-Nazaire, qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, ils peuvent tout de suite être formés et travailler. Ça reste toujours dans le cadre social et c'est rentable aussi. Quand tu parles jamais d'argent, en fait. Tu parles surtout de personnes. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi, je suis issu d'une famille où on n'a jamais eu d'argent. Hein. Ça veut dire, moi, je me suis construit en tant qu'homme sans... Je suis issu de la classe moyenne. Donc, du coup, il n'y a pas lieu de parler d'argent. Moi, je pense plus à la personne qu'à l'argent à la base. Ça veut dire, j'ai construit, par exemple, j'ai mis en place ma société sur la base du bien-être. Ça veut dire, j'ai décidé, en fait, de prendre le schéma classique d'une société de nettoyage, mais j'ai décidé d'éliminer les horaires atypiques. Ça veut dire, les gens, ils ne travaillent pas avant 8 heures et ils ne travaillent pas après 18 heures. Donc, ça permet, en fait, aux personnes qui ont des enfants de pouvoir travailler, d'avoir un équilibre, de pouvoir amener leurs enfants à l'école et les chercher, et ils ne travaillent pas le week-end. Certes, je prends plus de temps à développer, mais derrière, je sais que quand je vais recruter des gens et qu'ils vont travailler, il y aura moins de démissions. Ils seront mieux dans leur vie. Je pense que je mets en fait en avant l'homme avant l'argent. C'est ma philosophie et j'espère vraiment tenir ça le plus longtemps possible. Est-ce que c'est grâce à ton parcours sportif qui a fait que maintenant tu as appris à privilégier en fait une vie personnelle équilibrée plutôt qu'une réussite comme ça monétaire seulement? Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Le football, entre guillemets, il m'a construit en tant qu'homme, comme je disais tout à l'heure dans la phrase précédente. C'est un peu des deux. Ça veut dire c'est l'expérience de la vie et le football qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai cette discipline-là et cette façon-là de penser. Donc, tu accueilles aussi des jeunes en stage, tu les aides à regagner confiance. Est-ce que c'est ta manière à toi de leur donner ce que toi, tu n'as pas forcément eu? C'est ça. Parce qu'en fait, moi, je suis issu d'un quartier qui est hyper compliqué. Aujourd'hui, c'est Préséga, c'est hyper dur de vivre là-bas en tant que jeune. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est que quand je suis revenu à Saint-Nazaire en 2023, je me suis dit,
Je suis issu de la classe moyenne, on est quartier prioritaire de la ville. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour entre guillemets, redonner ce que j'ai eu. Parce que à Préséga, on n'avait pas tout, mais on avait le minimum. Et je me suis dit, écoute, aujourd'hui, dans ma société, si je dois prendre je vais me rapprocher de la maison de quartier de Préséga et je vais prendre en stage, en fait, les jeunes qui veulent découvrir le milieu professionnel. Et j'ai commencé ça à Préséga et j'espère que ça va se développer avec d'autres quartiers parce que j'ai décidé de prioriser les quartiers. Je sais pas comment dire. C'est pas automatique, ça veut dire quand tu vas postuler, je vais regarder les CV que je vais recevoir et si je peux mettre la priorité sur un gars issu des quartiers, je le ferai parce que quand j'étais jeune, j'avais pas cette priorité-là. Donc du coup, je l'ai mis en avant, mais ça veut pas dire qu'il faut venir et t'es pris. Si tu viens et que tu fais pas l'affaire, au bout de 2 jours, tu repars. Et je prendrai quelqu'un d'autre qui aura envie. Et si là, admettons, un jeune de Saint-Nazaire vient te voir aujourd'hui en disant que lui aussi, il a un rêve, qu'est-ce que tu dirais ? S'il a un rêve, je lui dirais déjà d'y croire. Il faut qu'il y croie à son rêve. Puis après, on a tous des rêves. J'ai rêve peut-être de piloter un avion un jour, mais c'est pas pour autant que ça va se faire tout de suite. Il y a des choses à mettre en place, donc je lui dirais de se concentrer sur son rêve, d'être discipliné, puis d'être courageux surtout. Ce qui est assez surprenant dans ton discours, c'est qu'aujourd'hui, tu sembles beaucoup plus heureux que quand tu étais au sommet de ta carrière sportive. Comment tu définirais la réussite aujourd'hui ? Bon, je pense qu'elle est familiale. Je pense que je suis revenu dans ma ville. Je suis avec mes proches, j'ai mes parents à côté, j'ai ma femme, mes enfants, j'ai tout le monde qui sont là. J'ai un travail, j'ai une vie qui est moins instable. Parce qu'avant, quand j'étais en Écosse, par exemple, j'ai déménagé tout le temps. On changeait de club, on déménageait, on changeait d'appartement. Les enfants, ils pouvaient changer d'école tout le temps. Donc aujourd'hui, j'ai une vie où j'habite dans ma ville. Mes enfants sont à l'école là. S'ils ont besoin de voir mes parents, ils peuvent les voir. On peut me rendre visite. Il y a moins d'isolement, donc j'ai plus d'équilibre mental. Que je veux dire, aujourd'hui, je suis heureux d'être à Saint-Nazaire. Je suis hyper content de revenir à Saint-Nazaire. Et c'est à quel moment de ta vie, en fait, que tu as compris que la performance et le bonheur n'étaient pas forcément la même chose ? C'est une bonne question, ça. Parce qu'après, le bonheur, c'est un peu... Ça dépend de chacun. Moi, le bonheur, pour moi, c'est dans les choses simples. C'est-à-dire, à quel moment je l'ai compris ? Quand je joue au football, j'étais heureux, mais c'est un autre bonheur aujourd'hui. C'est autre chose encore. Tu dis que tu regardes très peu de football. C'est vrai que c'est assez rare pour un ancien professionnel. Pourquoi ? C'est ce que les gens me disent souvent, mais c'est que j'aime jouer ou je regarde les matchs quand c'est des potes qui jouent ou des choses comme ça, mais je vais pas rester à regarder. Je regarde jamais les matchs comme ça. Par exemple, une finale des Ligue des Champions, ok, je vais regarder, mais par exemple, Barça-Real, des choses comme ça, Paris-Marseille. J'ai même pas les chaînes de foot chez moi. Je regarde pas la Ligue 1 ou des choses comme ça. Ou, par exemple, j'aime pas aller au stade comme ça pour regarder les matchs. Je vais regarder parce que j'ai des potes qui jouent, mais je suis pas. On va dire, je joue au foot. J'aime jouer au foot, mais je suis pas fan de foot. Si tu regarderais le Fernandi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Sois plus entreprenant dans tout. J'aurais dit ça, ouais. J'aurais dit, vas-y, entreprends tout de suite maintenant. Merci beaucoup pour tes réponses. Donc, on va passer aux questions des internautes. Je vais laisser prendre les fiches à côté de toi et je vais te laisser y répondre. Ok. Tu peux dîner avec 3 personnes. Une du football, une du monde de l'entreprise, une de ton enfance. Qui choisis-tu ? En ce moment, je dirais une du monde de l'entreprise. Il faut que je dise qui, c'est ça ? Non, pas forcément. Ok. Si tu pouvais rejouer un match dans toute l'histoire du football, tu choisirais lequel ? Je dirais un match que j'ai vu quand j'étais petit, France-Italie. C'est ça, quand le coup de boule des Zizou, là. Ce match, j'aurais bien aimé qu'il se rejoue. Quel est le joueur qui t'a plus impressionné en vrai sur un terrain ? Sur un terrain, je dirais Nicolas Pepe, ouais. Il était incroyable, ce joueur. Il l'est toujours, d'ailleurs. Comment on continue à croire à un rêve quand la réalité nous renvoie sans cesse à des refus ou des échecs ? Je pense qu'on devrait croire plus fort encore. Tac.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont l'impression qu'il faut partir loin pour réussir. Toi qui es revenu à Saint-Nazaire après ton parcours, qu'est-ce qu'on gagne à revenir à ses racines? Déjà, on est différent quand on revient. Déjà, on est vu différemment. On n'est pas forcément différent, mais on est vu différemment. Ça dépend de ce qu'on a fait. Si on a fait n'importe quoi avant, on est vu comme ça. Et si on a fait des choses bien, on est beaucoup plus valorisé. Et c'est dommage, je trouve, qu'on ne se rende pas compte de la personne qu'on a avant qu'elle parte et revienne. Je pense que ouais, c'est une réalité, je pense. Ah, celle-là, si ton fils voulait devenir footballeur professionnel demain, est-ce que tu l'encouragerais? Est-ce que tu essaierais de le protéger de certaines réalités du métier? Franchement, s'il veut faire du football, je vais l'encourager. Mais s'il ne veut pas en faire, je l'encouragerai aussi. Parce que je connais le milieu. Après, c'est mes craintes à moi. Je vais peut-être le protéger, mais je vais le faire par rapport à mes peurs à moi. Alors que lui, il a sa vie, je le laisserai faire, je l'encouragerai. Et il fera ce qu'il voudra. S'il veut faire du taekwondo ou du n'importe quoi, peu importe le sport, je l'encouragerai. Tant qu'il est heureux, ça me va. Par exemple, aujourd'hui, il fait du football et il fait aussi du jiu-jitsu brésilien. Et je vais essayer de l'encourager dans les deux sens. Et voilà, il fait ce qu'il veut. Merci beaucoup pour tes réponses. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de football, mais finalement, j'ai l'impression que cet épisode parle surtout d'autre chose. Il parle de courage, de prise de risque, de transmission, et de cette idée qu'on peut construire une vie qui nous ressemble, même lorsque le chemin est loin d'être tout tracé. Tu te dis souvent, je suis juste un gars de Saint-Nazaire qui s'est permis de rêver, et je crois que c'est précisément ce qui rend ton parcours inspirant. Merci Fernandi d'avoir partagé ton histoire avec nous, et merci d'avoir suivi cet épisode de Spill. Si cet échange vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.